dans les difficultés, parce que c'est un milliard qui doit les recouvrer. Oui, Alors, mais le comme ça, problème, c'est que Clément Mirassa, mais comme vous êtes en train de le dire, si c'était une gratuité, pourquoi alors les écritures ressortent ces impayés? Si c'était une gratuité, ça n'allait pas ressortir. Il n'y en aurait pas sur, comme qui dirait, dans la base de données de EKRC. Ça veut dire qu'ils ont consommé, et comme vous venez de le dire, ils ont 1,5 million, c'est ce que vous avez dit, voilà, pour couvrir les autres charges, notamment l'électricité, l'eau, et donc ils ont consommé l'électricité et l'eau qui n'ont jamais payé. Parce que là, nous parlons de l'électricité. L'eau, c'est pareil. Et les 1 million qu'on leur donne pour couvrir ces charges, ben, ils ont mis dans les poches. Et un matin, ils peuvent venir vous dire, ben, écoutez, c'est normal, voilà, dans tous les... Et c'est ce que j'ai même lu, ce que vous a écrit. Dans les autres pays aussi, il y a la gratuité pour les donc, autorités. dans les autres pays, l'État couvre, l'État ou les institutions couvrent les frais pour permettre à l'entreprise de ne pas être en difficulté. Alors C'est qu'ils faux, présentent c'est que... donc, qu'ils présentent les quittances payées par l'État. C'est ça le Eh problème. bien oui, faut que l'État, parce qu'en fait, Christian, pour résoudre le problème, il faut que les impayés soient considérés comme les arriérés que l'État doit à la société d'électricité. Et il faut que l'État négocie avec toutes les sociétés, mais qu'il négocie un moratoire pour payer les factures. Mais avoir la gratuité ne veut pas dire vous consommez l'électricité, la société d'électricité n'encaisse rien par rapport à... Mais vous contribuez à la chute de l'entreprise et vous ne pouvez pas être surpris. Et Christian, ce qui choque les Congolais, c'est quoi? Non seulement ils ont des salaires mirobolants, ils ont des indemnités de logement, mais en plus, ils sont dans les vols, ils sont dans les détournements, et en plus, ils refusent la réduction du train de vie de l'État, alors qu'il aurait été possible dans le cadre du processus de la réduction du train de vie de l'État de dire on supprime le 1,5 million au ministre chaque mois et on supprime la prise en charge totale des frais, etc. Mais ça aurait fait gagner de l'argent. Mais ils ne peuvent pas le faire. Dans les autres pays, là, il y a la réduction du train de vie de l'État, mais au Congo. Donc, en fait, Christian, je dis, c'est un choix délibéré. Et moi, je suis des Congolais qui s'opposent à ce choix. Anatole Koliné Makosso n'a qu'à noter. Anatole Koliné Makosso doit se battre pour que les impayés au niveau de l'électricité, voire de l'eau, etc., fassent l'objet d'un point global et que l'État, l'Assemblée nationale, les autres institutions examinent dans leur budget qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils règlent ça et que dorénavant, que ce soit fait comme ça. Et ensuite, Évidemment, il mais faut que... c'est comme vous l'avez dit, c'est beaucoup d'argent parce que tout à l'heure, bon, moi j'ai le montant de 18 milliards par là, vous C'est avez pour un une échantillon. partie, alors que C'est pour un le échantillon. gouvernement, oui, que le gouvernement prenne cet argent pour doper, comme qui dirait, la EKRC, c'est-à-dire, Bien voilà, sûr, c'est au de lieu d'aller l'argent qui chercher des doit... partenaires ailleurs. Mais c'est de l'argent, c'est le gouvernement qui doit. Et c'est par cette façon de faire, par cette mauvaise gouvernance, qui est criarde maintenant, que les Congolais découvrent qu'en réalité, le mal de nos entreprises détaillères et le mal de nos entreprises aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance du gouvernement qui estime que c'est pour eux, ils viennent se servir, ils font tout ce qu'ils veulent et ils n'ont pas conscience. Mais l'Assemblée nationale, quand elle vote le budget, il faut qu'elle prévoie des rubriques pour payer les factures d'électricité de l'eau de ses membres, c'est que tant bien s'ils ne veulent pas aller à la réduction du train de vie de l'État. Donc En voilà, d'autres Christian. termes, Clément Mirassa, ça veut dire que les Congolais aujourd'hui sont en train de subir, puisqu'ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas l'électricité, pas de santé, pas d'éducation, c'est le gouvernement, évidemment, qui est à l'origine de ces souffrances pour avoir plombé les entreprises de l'État, c'est-à-dire là nous avons l'exemple de la EKRC. Donc le fait d'avoir consommé des milliards sans payer, ils ont plombé l'entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui les Congolais n'ont pas d'eau. C'est ce que ça veut dire. En d'autres Et termes, bien sûr, l'électricité pareil. bien sûr.
Bonjour Clément Mirassa et merci d'être encore avec nous dans Droit de savoir. Merci bien, Christian. C'est toujours un plaisir partagé de me retrouver, surtout avec de brillantissimes journalistes que tu es pour essayer d'échanger sur l'actualité congolaise. Merci beaucoup au menu de ce décryptage, la crise sécuritaire en RDC avec finalement la condamnation unanime du Rwanda par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous reviendrons aussi sur l'interview accordée par Denis Sassou Nguesso à France 24, non sans décrypter la déclaration de la ministre des Affaires étrangères du Congo démocratique, Thérèse Wagner. Brouillard sur les relations de bon voisinage entre Kinshasa et Brazzaville. De plus en plus, les voix se lèvent au niveau de la sous-région pour dénoncer la présence rwandaise au Congo-Brazzaville. Nous évoquerons également la convention d'affermage EKRC ou E2C selon qu'on veut prononcer ce label, et la Soselec. Colline Makosso, vous l'avez certainement suivi, a déclaré devant le Sénat, si les Congolais disent non, le gouvernement prendra date sans problème, alors qu'il le sait très bien que les Congolais, à travers bien sûr le collège syndical de la EKRC, ont déjà dit non. Que je vous propose donc ce reportage. Réunis en assemblée générale sous la direction du collège syndical, les agents de la Société Énergie électrique du Congo, dans une déclaration, ont réfuté les actes de concession et d'affermage concernant leur entreprise. Réunis en assemblée générale ce vendredi 21 février 2025, dans l'ancêtre de la direction générale de la Société Énergie électrique du Congo, les travailleurs de la dite société, rejetant avec la dernière énergie les concessions et l'affermage comme option de gestion du service public de l'électricité. Invite respectueusement son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, garant de la paix sociale et de l'unité nationale, à instruire le gouvernement à opter pour un modèle de réforme consensuel et réaliste. Pour les travailleurs d'énergie électrique du Congo, le gouvernement devrait reconsidérer sa position car les décisions prises ne constituent pas la stabilité de l'électricité au Congo. L'ensemble des travailleurs invite le gouvernement à reconsidérer toute la démarche engagée unilatéralement sur l'anticipation de la prise en main des centrales par les concessionnaires et sur l'affermage, étant donné qu'elle ne constitue nullement la solution à la stabilité de l'électricité au Congo. Voilà, enfin, nous pourrions aussi aborder quelques volets du discours d'Isidore Mbouba, président de l'Assemblée nationale, discours dans lequel il s'est prononcé sur la candidature de Denis Sassou Nguesso pour la présidentielle de 2026. Voilà qui sera donc au centre de ce décryptage. Clément Mirassa, je rappelle à nos fidèles internautes que vous êtes économiste, statisticien, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, président du Parti social-démocrate congolais, le PSDC. Alors, Clément Mirassa, vous avez suivi Isidore Mbouba déclarer au cours de la cérémonie d'ouverture de la 8e session administrative, j'insiste là-dessus, la 8e session administrative de l'Assemblée nationale, c'était le 1er février dernier, que Denis Sassou Nguesso est leur candidat naturel pour l'élection présidentielle de 2026. Ma question, est-il normal et légal qu'une telle campagne électorale se mène en plein hémicycle, en pleine session de l'Assemblée nationale? Christian, nous sommes au Congo et la question qu'on peut se poser d'entrée de jeu, c'est de savoir si le Congo est une démocratie. Et je dirais non. Et Isidore Mbouba n'a fait que prendre le train en marche. Anatole Colline Makossa avait déjà lancé la campagne en juin 2023 à Paris. Il avait lancé la campagne. Et Mbouba a pris le relais. Et Anatole Colline Makossa, en janvier 2024, avait même déclaré que le président Sassou était l'homme providentiel. Et que, semble-t-il, mais, Christian, il faut analyser les choses. Le dire sur un plateau télé, encore là, ça peut passer. Mais à l'Assemblée nationale, parce que là, on parle d'un candidat d'un parti politique, du Parti congolais du travail. Et là, on va se poser donc la question de savoir en quelle qualité prononçait-il ce discours? Est-ce que c'est en qualité d'un membre du Parti congolais du travail ou en qualité du président de l'Assemblée nationale? Christian, pose-toi la question.
Est-ce qu'il y a des opposants à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a des opposants à l'Assemblée nationale? C'est la question que je me pose. Je crois qu'il y a beaucoup de Congolais. Maintenant, pour revenir dans les détails, Christian, nous avons toujours dit que le Congo va mal, très mal. Il y a déjà la jurisprudence. Je prends le cas de l'élection présidentielle de 2021. C'est au cours du congrès de décembre 2019, au cours du congrès du Parti congolais du travail, que 2588 congressistes ont décidé unanimement que Denis Sassou Nguesso serait leur candidat à l'élection présidentielle de 2021. Et vous voyez que les choses évoluent. Et Isidore Mbouba, il déclare quoi? Parce qu'il faut que les téléspectateurs aient à l'esprit la véritable déclaration de Isidore Mbouba avant que je n'en fasse les commentaires. Je tiens à dire haut et fort que Denis Sassou Nguesso est le candidat naturel à l'élection présidentielle de 2026 pour notre parti et la très grande majorité du peuple congolais. Sa victoire est somme toute acquise pour avoir transfiguré le Congo dont il a un havre de paix, dont il a fait un havre de paix et de stabilité. Telle est ma profonde conviction. Quand vous suivez ça, Christian, je dis que le pays, le Congo, va mal, très mal. Et pourquoi je le dis? L'honorable président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Mbouba, a fait partie des 2588 congressistes qui ont décidé unanimement de reconduire Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Vous voyez qu'il y a déjà un problème. Ils n'attendent pas le Congrès pour le déclarer. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Et on organise des cérémonies, des grandes assemblées en distribuant de l'argent pour déclarer Denis Sassou Nguesso le timonier du 5 février 79. Etc. Mais ce culte de la personnalité doit être dépassé. Surtout lorsqu'il ajoute que sa victoire est acquise pour avoir transfiguré le pays. Quel est le Congolais qui ne connaît pas le bilan du président Sassou? Mais Christian, nous allons en discuter. Les Congolais n'ont pas d'eau. Les Congolais n'ont pas d'électricité. Et je crois que les Congolais se rappellent de la déclaration du maire adjoint de la Côte d'Ivoire qui a présenté ses excuses, mais qui, de façon ironique, s'est moqué du Congo qui, plus de 60 ans après l'indépendance, etc. Est-ce que ça se fait comme ça? Est-ce que le président de la République lui-même est content maintenant? Oui, mais pendant que vous le dites, avant qu'on avance, Clément Miraza, lorsqu'on demande à ce maire ivoirien de s'excuser, il tente de s'excuser. Je ne sais pas si vous l'avez constaté que dans ses dires, même dans ses excuses, en fait, il confirmait ce qu'il venait de dire. Et d'ailleurs, quelque part, il dit qui aime bien, châtie bien. Comme pour dire, oui, je l'ai dit parce que j'ai vu et c'est normal, j'ai dit. Bon, maintenant, si vous voulez des excuses, ok, je vous les concède, mais je confirme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À tous ceux qui ont visualisé ma dernière interview dans le média Actu People, cette longue interview que j'ai faite sur l'actualité ivoirienne, j'ai eu à tenir des propos en faisant des comparaisons qui n'ont pas plu aux autorités gouvernementales de la République du Congo-Brazzaville. Ce que les libéraux oublient, comparaison n'est pas raison. Mais Ouattara n'est pas un président paresseux, comme Biya. Biya, c'est un président paresseux. Les Sassou Nguesso, je suis allé dans ces pays. Vous allez au Congo, il n'y a même pas d'eau potable avec Sassou Nguesso. Lui aussi, il a fait 40 ans de pouvoir. Ce sont des faits qui sont là, devant nous, qu'on voit. J'ai été interpellé sur cette question et je ne voudrais pas que mon engagement politique, mes propos tenus, mettent à mal les relations entre mon pays, la Côte d'Ivoire, et la République du Congo-Brazzaville, une république sœur à notre pays, une république que nous connaissons tous. C'est pourquoi je reviens devant vous
pour présenter solennellement mes excuses au gouvernement congolais, au peuple congolais et plus particulièrement à son Excellence, le président Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, dans le même sens, toujours dans le discours d'Isidore Mbouba, voici ce qu'il a dit. Il saluait en fait la coopération entre le Congo, Brazzaville et le PNUD pour le programme, bien sûr, d'amélioration de l'accès à l'eau potable. Vous avez cité ça tout à l'heure. L'eau potable, l'énergie, donc le courant électrique, la santé, l'éducation, l'emploi, la formation et l'agriculture. Donc on comprend très bien que 42 ans après, ce candidat qu'on veut présenter aux Congolais n'a pas pu donner l'eau potable aux Congolais, l'électricité aux Congolais, la santé, l'éducation, qui sont là des fondamentaux. Et dans le même temps, Isidore Mbouba peut penser que c'est le meilleur candidat et que la victoire est déjà acquise. Moi, je pense qu'il y a un problème. Et tout ça, ça relève un peu du mépris et de l'arrogance, mais poussé au paroxysme. Christian, pour clore d'abord sur la première partie, je l'ai dit et je le redis aujourd'hui. Le président Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002. Ça veut dire qu'en 2002, en 2009, en 2016, en 2021, il n'a jamais déclaré son patrimoine. Ensuite, le président Sassou sait, et tous les membres du PCT savent, que le président de la République ne peut pas être le président du Parti congolais du travail. Et j'ajoute que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser des élections dites démocratiques et transparentes. Et on constate qu'il y a une faille dans notre droit fondamental. Parce que la question essentielle à laquelle nous devons recourir aux juristes, c'est celle de savoir si quelqu'un qui, pendant plus de 20 ans, n'a pas respecté la loi fondamentale, n'a pas respecté le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter, est-ce qu'il est normal dans ces conditions que la loi fondamentale permette à une telle personnalité d'être candidate à la présidence? J'ai dit non. Mais tel est le cas. Mais pour la question que vous posez, Christian, mais la situation du Congo est connue. Les gouvernants, et c'est le président Denis Sassou Nguesso qui l'a dit, lorsqu'il a déclaré que je ne surprends personne, en déclarant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de détournement. Et ça veut dire quoi? Et il a bien dit, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Ça veut dire que l'argent du Congo sert aux gouvernants pour s'enrichir de façon illicite et les dossiers, ils sont maintenant connus. On appauvrit et qu'est-ce qu'on fait pour essayer de se donner une bonne image vis-à-vis du peuple congolais? On va au PNUD, on va à l'AFD, on va pour quémander. Est-ce qu'il est normal avec les richesses que dispose le Congo? Et moi, je suis même choqué d'entendre certains membres du gouvernement, y compris le Premier ministre, dire qu'ils n'ont pas l'argent pour financer les PND 2022-2026. C'est un véritable scandale. Oui, mais en fait, Christian, c'est ça aussi le problème, Clément Mirassa. Où est-ce qu'ils vont trouver encore l'argent lorsqu'ils ont déjà pris en otage toutes les ressources économiques du Congo? On y reviendra tout à l'heure. Ce que Anatole Collinet ne dit pas, c'est que l'argent qu'ils cherchent a été déjà pris en otage par le clan Sassou Nguesso. Et ça, on peut le démontrer. Ça ne sert à rien de venir distraire les... Mais moi, je reviens un peu sur cette séquence. Quand Isidore Mbouba vient de déclarer la candidature de Denis Sassou Nguesso, il faut qu'on se pose tout de même la question. Que craint-il concrètement? Puisqu'il y a un congrès en vue, c'est ce que j'ai cru comprendre, que le PCT va aller en congrès. Pourquoi lui, il vient prendre de court les partisans du Parti congolais du travail en annonçant déjà la candidature de Denis Sassou? Que craint-il concrètement? Non, je fais une analyse politique. Je ne suis pas dans les secrets des membres du Parti congolais du travail. Ça veut dire qu'au sein du Parti congolais du travail, ça boude, ça bouge. Et les gens estiment honnêtement que, pour être franc et honnête vis-à-vis du peuple congolais, au regard du bilan du président Sassou, 41 ans à la tête du Congo, le bilan catastrophique. Il devrait se retirer. Et je suis sûr qu'il y a des voix qui s'élèvent même à l'extérieur de tout ça. Parce que
C'est la confiscation de l'alternance démocratique. C'est l'alternance. Et je rappelle, Christian, aux téléspectateurs, il faut toujours revenir à cette déclaration de l'opposant Denis Sassou Nguesso en 1992, lorsqu'il dit qu'il n'acceptera jamais que la Constitution soit violée. Et il dit que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais puisque c'est eux-mêmes qui violent la Constitution, la déduction est simple. Ce ne sont pas des démocrates. Ils ne peuvent pas organiser une élection libre, démocratique et transparente, Christian. Maintenant, il y a un autre volet, Christian. Lorsqu'on vous dit qu'un premier ministre congolais gagne 25 millions, il y a des factures d'électricité qui sont prises en charge par l'État, etc. C'est la même chose pour les ministres, pour le président de l'Assemblée. Est-ce que vous pensez qu'ils veulent quitter ces positions ou ils veulent les maintenir? Ils ne veulent même pas entendre parler de la réduction du train de vie de l'État. Et je pense qu'on va avoir l'occasion de dire quelque d'y chose là-dessus. revenir. Et moi, j'insiste sur cette présentation de la candidature de Denis Sassou Nguesso par Isidore Mbouba, qui n'est pas aussi politique et né hier, donc il connaît comment ça fonctionne. Le fait de venir le déclarer à l'Assemblée nationale est une violation flagrante de la Constitution congolaise. Il a fait exprès. Mais non seulement qu'il viole la Constitution, il prend ses amis, ses compagnons de court. Une façon de dire je force cette candidature et celui qui va s'opposer, bah, il va trouver probablement Denis Sassou Nguesso sur son chemin. Et moi je me dis, puisque tout à l'heure je l'ai rappelé, ils ont un congrès en vue, ils l'ont annoncé là, ça ne va pas tarder, je crois, ça doit intervenir. Bon, il y a quelqu'un qui disait que c'était au dernier trimestre 2025, mais est-il qu'il y aura un congrès? Et c'est au cours de ce congrès, normalement, qu'on devrait désigner le candidat du Parti congolais du travail. Et Ça, c'est la logique. oui, mais la logique serait ça. Même quand on veut tricher, il faut mettre quand même un peu, voilà, la forme. Ça, c'est la logique. Mais au moins, Christian, nous avons l'avantage de présenter à l'opinion nationale et internationale que ce pays n'est pas prêt à organiser une élection libre, démocratique et transparente, crédible et apaisée. C'est même pour ça que les Congolais ont suivi cette rencontre qui a échoué, soi-disant pour les vivre ensemble, pour essayer de... En fait, tout ça, c'est pour essayer d'amener les Congolais à accepter la candidature de Denis Sassou Nguesso, tout en sachant, parce que si vous ne déclarez pas votre patrimoine, vous ne respectez pas les serments que vous avez prêtés, etc., logiquement et honnêtement, on devrait dire, il faut que je passe la main et que quelqu'un d'autre. Mais puisque c'est ce qui est voulu, mais c'est ce que nous vivons et nous allons suivre. oui, parce que dans le même temps, on peut déjà penser également que le Parti congolais du travail, en fait, bon, on peut dire que c'est un parti politique, mais pour moi, c'est une association des malfaiteurs, des délinquants. Est-ce qu'on peut penser que là, ils sont déjà en pleine campagne, déguisés, parce que, je ne sais pas si vous avez suivi, d'ailleurs, vous en avez parlé au début de cette émission, l'organisation de comment ils appellent ça, patriarche, de Denis Sassou Le Nguesso. On a rassemblement vu autour comment du ils ont patriarche. harangué, alors que les mêmes manifestations sont interdites aux opposants qui sont sur place. Dès qu'ils tentent d'organiser ou même de demander l'autorisation, et je me pose parfois la question de savoir pourquoi demander l'autorisation, alors que l'article 25 autorise déjà de fait à tout Congolais de s'exprimer par quelque moyen que ce soit. Et quand c'est des opposants, non, c'est le trouble à l'ordre public. Et là, on voit le Parti congolais du travail, depuis un certain moment, organiser des marches, des meetings en salle, publiques. Et ça, c'est permis. Après, on vient déclarer la candidature, alors que l'élection présidentielle n'est même pas encore la toute prochaine, n'a pas encore été actée, parce que c'est, je cite, je ne me trompe pas, c'est en mars 2026. C'est bien ça. Comment se fait-il que maintenant là, qu'il y a un vrai problème au Congo-Brazzaville, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la crise multidimensionnelle. Tout ce que Mbouba trouve à faire, c'est de venir dire, ben nous, notre candidat, c'est un tel, et où? En pleine Assemblée nationale. Mais Christian, il ne faut pas que les Congolais perdent de vue. Lors des dernières élections législatives, nous avons suivi des dignitaires du PCT dire tant que nous n'avons pas fini de développer le pays, nous ne laisserons pas. Ça veut dire qu'au Congo, c'est le droit de la force sur la force du droit.
Et les gens s'imposent pour dire, nous y sommes et nous voyons, si vous voulez, mais nous, on n'est pas dans une vision armée. Nous sommes dans une vision d'argumentation, etc. Et nous allons essayer d'avancer. Mais ce que je dois dire, Christian, et c'est ça le drame du pays, j'ai personnellement introduit un recours à la Cour constitutionnelle sur l'élection qui avait permis que le président Sassou soit reconduit comme président du comité central du Parti congolais du travail, etc. La Cour suprême s'est déclarée incompétente, mais elle a choisi d'en faire notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, au ministre chargé de la justice. Donc, toutes les plus hautes autorités congolaises sont informées de la situation à la fois du Parti congolais du travail, qui devrait être sanctionné, et du président de la République, qui est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Comment expliquer qu'à longueur des journées, toutes les réunions du Parti congolais du travail ont fait référence au président du comité central du Parti congolais du travail? C'est-à-dire, avec arrogance, on dit aux Congolais, nous violons la Constitution et vous n'avez pas le droit de parler. Il faut que vous vous taisez. Parce que si vous ne vous taisez pas, ben écoutez, nous avons la puissance pour régler, certainement par les arrestations, certainement par l'emprisonnement. La philosophie, c'est celle-là. Et il faut que la communauté internationale prenne correctement des dates et prenne note de cela, comme il a été dit. Oui, mais Donc, Clément Mirassa, la communauté internationale en question, parlons-en, parce que là aussi il y a un souci. J'ai l'impression que le Congo est victime d'un complot international. Dernièrement, on a suivi l'ONU, sur place d'ailleurs, son représentant, parler de la consolidation de la paix au Congo-Brazzaville et que les Congolais devraient travailler, œuvrer pour la consolidation de la paix. Une façon de venir encore, voilà, distraire les Congolais, mais la paix n'est pas menacée. Le Congo est en paix. Pourquoi est-ce qu'ils viennent marteler sur la paix, alors qu'il y a des vrais problèmes à côté? Les Congolais n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, vous l'avez dit tout à l'heure, pas d'éducation, pas de santé. Ben voilà, l'ONU qui vient encore, comme d'habitude, à ses habitudes d'ailleurs, qui vient parler de la paix. Donc pour l'ONU, ben, tout va bien, c'est la paix qui manque au Congo-Brazzaville. Christian, je crois qu'à l'ONU, on a beaucoup de compétences, on a beaucoup d'hommes de qualité. Mais ils perçoivent la situation qui menace le Congo. Le Congo est un pays en péril. Non seulement nous traversons une grave crise multidimensionnelle, mais en plus, les Congolais sont dans la misère et dans la souffrance. Et tout ce qui se passe tant au Congo que non loin du Congo, notamment en RDC, etc., constitue une menace réelle pour la paix au Congo. Mais je dis aux gouvernants, ce n'est pas avec le simulacre de vivre ensemble encore que c'est un concept, à mon avis, qu'il faut bien restituer à l'endroit. Oui, Ce mais n'est pas Clément, avec ce... est-ce que le fait que l'ONU parle de consolidation de la paix n'est pas là une façon, voilà, d'encourager encore la candidature de Denis Sassou Nguesso qu'ils ont toujours soutenue? Il faut voir les choses en face désormais. Oui, il y a Oui, une mais je dis, menace extérieure qui risque d'embraser évidemment la sous-région, ça on le sait. Mais lorsqu'il parle de la consolidation de la paix, en fait, il s'adresse aux Congolais, du contexte oui, actuel du Congo-Brazzaville, où il sait que, oui, mais en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est Denis Sassou Nguesso qui semble et qui est en train de vouloir créer des troubles au Congo-Brazzaville. Et ça, il ne le dit pas. Il serait mieux qu'il le convoque pour lui dire, mais écoutez, messieurs, vous avez fait quand même votre temps, partez, laissez le pays en paix, que de venir faire des déclarations qui, en réalité, lorsque vous suivez sa déclaration, bon, c'est une institution internationale, pour les raisons de respect, on peut peut-être s'en passer de oui, clarifier certaines choses. oui, Christian, pas pour des raisons de paix. Mais moi, je considère que c'est beaucoup plus pour des raisons de diplomatie. Et les Nations Unies ont certainement un message qu'elles font passer lorsqu'elles rencontrent les autorités congolaises. Et moi, je suis convaincu que la situation du Congo est bien connue, mais que les Nations Unies évitent de mettre de l'huile au feu. Mais ils veulent agir non seulement à l'endroit des gouvernants, mais également à l'endroit des Congolais. Parce que les Congolais ont bien suivi quand on a parlé de consolidation de la paix. Et c'est à eux d'apprécier la situation. Parce que c'est les Congolais qui doivent prendre le destin de leur pays entre leurs mains.
En ce qui concerne, par exemple, l'élection, la paix, etc., mais nous savons bien la situation qui se présente. Et je crois que les Congolais doivent sérieusement s'en préoccuper. Oui, mais vous vous rappelez de son discours du 28 novembre 2024, où il rappelait aux jeunes, écoutez, renseignez-vous ce qui s'est passé dans les années 80, voilà. 17 pour que cela ne se reproduise pas. En fait, Denis Sassou Nguesso est dans la logique, j'allais dire, la violence, l'intimidation. Et quand on s'approche, évidemment, vers les échéances électorales majeures, en fait, il exhume un peu sa hache de guerre pour commencer à intimider. Il va chercher les diplomates, il va chercher tous ses amis pour venir conditionner les Congolais. Moi, c'est comme ça que j'ai compris ça, en fait. Mais aux Congolais de ne pas accepter d'être conditionnés. Le message Voilà, est alors clair. parlons donc de la convention d'affermage E2C ou EKRC avec Soselec, qui serait une filiale de la Sénélec. Encore là, un grand mensonge du gouvernement Makosso, parce que nous avons vérifié, la Sénélec n'a pas de filiale hors Sénégal. Alors, face à la menace de grève agitée par les agents de E2C, je vous propose d'ailleurs de suivre un reportage tout à l'heure avant de vous poser la question suivante. Nous demandons à la tutelle d'élaborer un autre modèle économique comme indiqué dans le communiqué final des travaux tenus avec la tutelle pour le secteur qui tiendrait compte des considérations des partenaires sociaux, des associations des consommateurs, des types d'abonnés et du plan tarifaire. Si le gouvernement ne prend pas immédiatement en compte leurs préoccupations, le collège syndical a dit qu'il serait emmené à lancer un préavis de grève. Voilà, alors Anatole Kolide-Makosso a déclaré que si le peuple dit non, le gouvernement prendra date sans problème. On l'écoute. Ce qui comptait pour nous, c'est de conduire le processus jusqu'à ce stade. Si le peuple dit non, bon, on prendra date. Il n'y a aucun problème. Mais nous pensons que, soyez rassurés, vénérables sénateurs, nous poursuivons les discussions. Nous continuons à discuter avec les partenaires. On va discuter, les syndicalistes viendront certainement vous voir, ils viendront voir le gouvernement, on leur expliquera. Clément Birassa, était-il vraiment nécessaire pour le gouvernement congolais de brader la E2C, même s'ils ne veulent pas entendre ce terme-là? Est-ce que c'était vraiment nécessaire, après avoir cédé tout le patrimoine ou presque de la E2C, c'est-à-dire les barrages, les centrales aux étrangers? Était-il nécessaire que les dernières portions qui étaient restées là, donc la distribution et la commercialisation, cédaient aussi aux étrangers? C'était vraiment nécessaire. Même ça, les Congolais ne peuvent pas gérer. Christian, je sollicite ton indulgence parce que tu as dit quelque chose qui a attiré mon Je vous attention. en prie. Tu as dit qu'Anatole Kolline-Makosso a dit que si les Congolais disent non, ils prendront non. Anatole Kolline-Makosso n'est plus crédible, Christian. Je vais te Et dire pour pourquoi. l'instant, il est Premier ministre du Congo. Oui, il est Premier ministre, mais il n'est pas crédible. Je vais te dire pourquoi. Les Congolais, tant de l'extérieur que de l'intérieur, ont dit non aux accords. Et nous allons y venir, je suppose, dans notre échange sur les accords signés entre le Congo et le Rwanda. Nous voyons ce qui s'est passé au Mozambique. Nous voyons ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que pour autant les gouvernants suivent les Congolais en disant, les Congolais ont dit non, nous ne signons pas ces accords. Et nous avons écrit au Premier ministre Anatole Kolline-Makosso pour qu'il prenne les textes pour mettre fin à la situation de l'autorisation express au niveau du ranch Matsangui. Et nous avons écrit à Kolline-Makosso pour qu'il déclare caduques les autorisations provisoires d'occuper qui ont été accordées. Vous avez entendu la moindre réaction. Et pourtant, les gouvernants défendent, en dépit de ce qu'ils savent que les problèmes. Mais on va y venir. Maintenant, s'agissant de caresser, et je me réjouis du commentaire que je viens de faire, Christian, nous avons décidé de vendre ce pays aux étrangers. Nous avons décidé de faire le choix de l'extraversion, de ce que les centres de décision au niveau du Congo
ne soit pas à l'intérieur du pays, mais qu'il soit à l'extérieur. Et c'est véritablement triste. Et quand tu me parles de cette affaire de caresser, je me réjouis de ce que j'ai regretté que ce soit fait tard. Mais vous avez maintenant la confirmation de la manière dont les gouvernants congolais ont agi pour mettre les entreprises d'État en difficulté, ont agi pour contribuer à la chute des entreprises d'État. Et permets-moi de développer un peu, Christian. J'ai lu le droit de réponse du cabinet du président de l'Assemblée nationale, à Brice Landry Deco, soit disant que, j'ai retenu une phrase, que toutes les autorités au plan mondial bénéficient de la gratuité, etc. Mais il y a quelque chose qu'il ne dit pas, Christian. On ne bénéficie pas de la gratuité pour mettre l'entreprise en difficulté, parce qu'il y a eu consommation. Mais il faut bien que l'entreprise soit payée pour cette consommation. Mais lorsque vous pensez que la gratuité, c'est ne rien donner à l'entreprise, et moi je donne l'interprétation tant du texte de 99 que du texte qui a été pris en 2012, Christian. Mais ce n'est pas sérieux. Le président de l'Assemblée, s'il a droit, au niveau de sa résidence officielle, à la gratuité, dans le budget de l'Assemblée, il doit avoir une ligne qui doit permettre de couvrir les consommations du président de l'Assemblée et que la société d'électricité doit être payée conformément. Mais on n'accumule pas des milliards et des milliards. Et tu as la preuve que les gouvernants ont mis et caressé en difficulté au niveau de l'État. Oui, évidemment, pardon, Clément Mirassa, ils ont consommé pour plus de 18 milliards. Lorsqu'on parle de gratuité. Ça, c'est un échantillon. Un échantillon seulement. Bien entendu. Donc, alors, je vais terminer par... Attends, Christian, je vais te donner un élément important. Oui. J'ai ici quelques éléments du décret 1037-2012 qui accorde les avantages, rémunérations et les avantages aux membres du gouvernement. Christian, écoute bien. Il semblerait qu'un ministre au Congo gagne 11 500 000. Et le texte qui n'a jamais été publié au journal officiel, et il faut leur demander pourquoi il ne publie pas ce texte. Les ministres d'État sont à 15 millions. A prévu un certain nombre de dispositions. Parmi ces dispositions, je t'en lis quelques-unes. Le ministre bénéficie, entre autres, un logement de fonction appartenant à l'État ou, le cas échéant, une indemnité de logement fixée à 1 500 000 francs de CFA par mois. Que recouvre ce 1 500 000 si on ne prend pas en charge les factures de l'électricité? On ne peut pas se reposer sur le texte de 1999. C'est largement dépassé. Et ensuite, malgré cette indemnité de logement d'1 500 000, on parle d'une prise en charge totale de l'intendance des factures d'eau, d'électricité, de téléphone, d'Internet à son domicile officiel ou dans sa maison. Mais Christian, le 1 500 000 sert à régler quelles dépenses? Vous avez déjà un salaire de 11 500 000 pour les ministres, 15 millions pour les ministres d'État, 25 millions semble-t-il pour le Premier ministre. Vous avez ces avantages et vous avez le courage de venir dire aux Congolais que c'est un droit. Et vous avez le courage de ne pas avoir conscience que vous avez plongé les sociétés irrelatives, y compris et caressées, dans les difficultés. Parce que c'est milliards qui doivent les recouvrer. Alors, oui, le problème, c'est que, Clément Mirassa, mais comme vous êtes en train de le dire, si c'était une gratuité, pourquoi alors les écritures ressortent ces impayés? Si c'était une gratuité, ça n'allait pas ressortir. Il n'y en aurait pas sur, comme qui dirait, dans la base de données de EKRC. Ça veut dire qu'ils ont consommé, et comme vous venez de le dire, ils ont 1 500 000, c'est ce que vous avez dit, voilà, pour couvrir les autres charges, notamment l'électricité, l'eau, et donc ils ont consommé l'électricité et l'eau qui n'ont jamais payé. Parce que là, nous parlons de l'électricité. L'eau, c'est pareil. Et les 1 million qu'on leur donne pour couvrir ces charges, ben, ils ont mis dans les poches. Et un matin, ils peuvent venir vous dire, ben, écoutez, c'est normal, voilà, donc tous les... Et c'est ce que j'ai même lu, ce que vous avez écrit. Dans les autres pays aussi, il y a la gratuité pour les autorités. Donc, dans les autres pays, l'État couvre, l'État ou les institutions couvrent les frais pour permettre à l'entreprise de ne pas être en difficulté. Alors qu'ils présentent les quittances payées par l'État.
C'est ça le Eh problème. bien oui, faut que l'État, parce qu'en fait, Christian, pour résoudre le problème, il faut que les impayés soient considérés comme les arriérés que l'État doit à la société d'électricité. Et il faut que l'État négocie avec toutes les sociétés, mais qu'il négocie un moratoire pour payer les factures. Mais avoir la gratuité ne veut pas dire vous consommez l'électricité, la société d'électricité n'encaisse rien par rapport à... Mais vous contribuez à la chute de l'entreprise et vous ne pouvez pas être surpris. Et Christian, ce qui choque les Congolais, c'est quoi? Non seulement ils ont des salaires mirobolants, ils ont des indemnités de logement, mais en plus, ils sont dans les vols, ils sont dans les détournements, et en plus, ils refusent la réduction du train de vie de l'État, alors qu'il aurait été possible dans le cadre du processus de la réduction du train de vie de l'État de dire on supprime le 1,5 million au ministre chaque mois et on supprime la prise en charge totale des frais, etc. Mais ça aurait fait gagner de l'argent. Mais ils ne peuvent pas le faire. Dans les autres pays, il y a la réduction du train de vie de l'État, mais au Congo. Donc, en fait, Christian, je dis, c'est un choix délibéré. Et moi, je suis des Congolais qui s'opposent à ce choix. Anatole Koliné Makosso n'a qu'à noter. Anatole Koliné Makosso doit se battre pour que les impayés au niveau de l'électricité, voire de l'eau, etc., fassent l'objet d'un point global et que l'État, l'Assemblée nationale, les autres institutions examinent dans leur budget qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils règlent ça et que dorénavant, que ce soit fait comme ça. Et ensuite, Évidemment, c'est comme vous l'avez dit, c'est beaucoup d'argent parce que tout à l'heure, bon, moi j'ai le montant de 18 milliards par là, vous avez pour un échantillon. Alors que le gouvernement, oui, que le gouvernement prenne cet argent pour doper, comme qui dirait, la EKRC, c'est-à-dire bien sûr, voilà, au lieu d'aller chercher des partenaires ailleurs. Mais c'est de l'argent, c'est le gouvernement qui doit. Et c'est par cette façon de faire, par cette mauvaise gouvernance, qui est criarde maintenant, que les Congolais découvrent qu'en réalité, le mal de nos entreprises détaillères et le mal de nos entreprises aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance du gouvernement qui estime que c'est pour eux, ils viennent se servir, ils font tout ce qu'ils veulent et ils n'ont pas conscience. Mais l'Assemblée nationale, quand elle vote le budget, il faut qu'elle prévoie des rubriques pour payer les factures d'électricité de l'eau de ses membres, c'est que tant bien s'ils ne veulent pas aller à la réduction du train de vie de l'État. Donc voilà. En d'autres termes, Clément Mirassa, ça veut dire que les Congolais aujourd'hui sont en train de subir, puisqu'ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas l'électricité, pas de santé, pas d'éducation. C'est le gouvernement, évidemment, qui est à l'origine de ces souffrances pour avoir plombé les entreprises de l'État, c'est-à-dire, là, nous avons l'exemple de la EKRC. Donc, le fait d'avoir consommé des milliards sans payer, ils ont plombé l'entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Congolais n'ont pas d'eau. C'est ce que ça veut dire. En d'autres termes, bien sûr. L'électricité, pareil. Bien sûr. Maintenant, Christian, c'est aux Congolais que je m'adresse. J'ai vu le rassemblement qui a été fait hier pour le compte, le soutien au patriarche. Mais quand on fait ce genre de rassemblement, il faut qu'on prenne conscience que ça veut dire qu'on veut que ceux qui ont plongé le pays dans la situation actuelle continuent à demeurer au pouvoir pour continuer à plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et eux, ils vont continuer à appauvrir l'État, à s'enrichir sur la base des détournements, sur la base de la corruption et de reste, et à ne pas payer l'eau, à bénéficier d'une indemnité. Mais Christian, quand on parle d'une indemnité d'1,5 million pour chaque ministre, je ne parle pas du ministre d'État, il semble que pour le ministre d'État, c'est 2 millions. Est-ce que les Congolais savent que c'est largement supérieur au salaire du fonctionnaire congolais le plus gradé dans la fonction publique? C'est largement supérieur. Évidemment. Une indemnité de 2 millions ou 1,5 million, je vais dire aussi à nos chers internautes, c'est plus que le salaire du président chinois. Oui, mais Christian, Christian, j'ajoute, il aurait été plus rationnel en termes de gouvernance que le gouvernement utilise parce que calculez, il y a des ministres qui sont là depuis 1997. Il y a des ministres qui sont là depuis 20 ans. Mais calculez ce que ça fait comme indemnité de logement. Parce que quand vous calculez, celui qui a 2 millions
À la fin de l'année, il a 24 millions, rien que pour l'indemnité de logement. Est-ce que rationnellement, logiquement, on n'aurait pas pu construire des logements, des résidences officielles pour que les ministres soient logés? Et dans la plupart des pays, il faut que les députés, les sénateurs, les ministres le sachent, dans la plupart des pays, les Congolais, les ministres, les autorités bénéficient des résidences officielles qui font que ce genre de débat ne devrait pas avoir lieu. Et j'ai constaté dans les impayés qu'ils ne se sont pas contentés seulement de là où ils vivent ou de la résidence officielle, mais dans d'autres maisons, etc., on a bien vu le détail et c'est véritablement scandaleux. Moi, je soutiens les travailleurs de EKRC. Il faut que, en ce qui concerne les terres, en ce qui concerne l'électricité, en ce qui concerne l'eau, que la lumière soit faite, qu'un audit soit fait et que l'État congolais, les institutions congolaises prennent la responsabilité de régler leurs engagements par rapport à cette situation. Mais moi, je pense que c'est ce que devraient faire tous les Congolais, tous les travailleurs, tous les fonctionnaires congolais, parce que il faudrait pas que les gens attendent que, voilà, que leur outil de travail soit menacé pour qu'ils commencent évidemment à crier à la grève. Parce que là, c'est le fait que les agents, évidemment, de EKRC se sont mobilisés que le gouvernement est en train de reculer, parce que lorsque Anatole Coliné Makosso dit si la population dit non, nous prendrons date, oui, parce qu'il a compris que là, il peut plus avancer. Il faut que les Congolais comprennent ça. Ce gouvernement ne peut reculer que lorsqu'il y a évidemment une mobilisation de tout le monde, de tous les Congolais. Parce que lorsque vous citez ces montants, des ministres qui gagnent 25 millions, 15 millions, 11 millions, en plus de cela, les indemnités de logement d'1,5 million, 2 millions, et que dans ce même pays, on a le SMIC à 50 400 francs CFA. Donc quand je prends rien que le c'est monté à 70 400, Christian. Pardon? C'est monté à 70 400. Alors, calculez donc combien de SMIC y a-t-il dans 25 millions? Vous comprenez que ces gens-là, évidemment, mais bref, c'est aux Congolais de décider, voilà, ils sont devant, les faits sont là, il n'y a plus rien à expliquer aux Congolais. Donc, tout à l'heure, nous parlions évidemment des factures impayées. Alors, lorsque vous suivez Anatole Coliné Makosso devant le Sénat, et c'est ce qui m'a paru un peu curieux, c'est qu'il veut dire que oui, s'ils ont consommé, ben c'est l'entreprise de l'État et l'État c'est eux, donc personne ne peut demander les comptes à l'État puisque c'est notre entreprise. Il le dit lui-même. Je vais vous laisser suivre cette séquence et on revient sur le plateau. Elle est la société de l'État. Vous êtes les propriétaires de la société. Oui, vous payez. Il n'y a pas de problème. Oui, vous avez des préjudices. Il n'y a pas de problème. Vous portez la préjudice à la société. Mais c'est la vôtre. Comment allez-vous vous faire justice vous-même? Comment vous allez vous attaquer vous-même? Que doit faire la société qui vous appartient? Ben, elle doit trouver de l'argent pour vous dédommager. Ben, elle se retourne vers l'État et c'est toujours vous. Qu'est-ce que vous avez mis à sa disposition pour qu'elle puisse gérer les contentieux? Vous ne pouvez pas. Eh bien, nous avons nos sociétés depuis l'indépendance, j'ai envie de dire. Nous les gérons depuis 60 ans. Nous avons dit que ce sont nos sociétés. Nous avons fixé le niveau de tarification parce que c'est notre société. Nous avons exonéré certaines personnes de factures parce que c'est notre société. Voilà, alors, Clément Mirassa, quand un Premier ministre estime que c'est une société de l'État, et donc, en réalité, en d'autres termes, il voulait dire qu'ils n'ont des comptes à rendre à personne parce que l'État ne peut pas poursuivre l'État, que devraient faire les Congolais finalement? Eux qui sont tout à fait pauvres. Pourquoi est-ce que les Congolais, lambda, devraient payer l'électricité et l'eau si eux ne payent pas parce qu'ils estiment que c'est une entreprise de l'État? Mais c'est aux Congolais d'en décider. Mais dans ce que tu dis, c'est d'une extrême gravité, Christian. Ça veut dire que vous êtes gouvernant dans un pays et vous agissez pour détruire le portefeuille de l'État.
C'est ça ce que ça signifie. On agit pour détruire. Et moi, je suis sûr, Christian, depuis que j'ai vu la liste des impayés, etc., j'ai pensé à quelque chose parce qu'à un moment de ma vie, j'ai été administrateur dans une banque. Et je suis sûr que si on rentre dans le secteur des banques, qu'elles soient privées, quelle est l'État la participation, quoi, on va constater que ces mêmes gouvernants ont des montants extrêmement élevés en termes de créances en souffrance. Et c'est ça qui met parfois nos banques et notre système bancaire en difficulté. Donc, ce que Colline Makosso dit, c'est la reconnaissance en fait de ce que il contribue à la destruction du portefeuille de l'État. Il contribue à ce que les entreprises d'État, d'abord, ils ne règlent pas le problème des hommes. Ils ne nomment pas les hommes compétents au poste qu'il faut. Ce n'est pas les Congolais qui manquent pour être nommés à IDC. Mais sortez de ces visions tribalistes, crâniques ou quoi. J'ai vu une note de service du ministre des Finances qui convoque à une réunion. Mais c'est scandaleux. C'est du tribalisme. Ce n'est même pas de la gestion crânique, c'est du tribalisme. Est-ce qu'on ne trouve les cadres compétents que dans un département? Et c'est lorsqu'on rentre dans cette vision, justement, mais qu'on contribue à l'autodestruction du pays. Et après, quand on vient dire marche pour le développement, mais les gens rigolent. Vous avez appauvri l'État. Vous vous êtes enrichi, vous avez pris cet argent. Mais maintenant, je crois que beaucoup d'entre eux commencent à trembler parce que Donald Trump commence à saisir les maisons aux États-Unis. Nous allons bientôt connaître la liste de leurs biens. Ils croyaient les cacher, mais avec des gens comme Donald Trump, comme le président des États-Unis, nous allons bientôt avoir la situation de leur jet privé, de leur appartement ou quoi aux États-Unis. Et ça commence à être saisi. J'ai découvert Jean Soulik, Christian, j'ai découvert que les 5 premiers présidents visés ont déjà été cités, leur nom circule sur les réseaux sociaux et le nom du président congolais est bien mentionné. Alors vous voulez développer le pays, vous prenez votre argent, vous allez à l'extérieur. Quel est cet amour patriotique? Quel est cet amour du pays? Et après vous venez nous tromper pour dire non, c'est ensemble, Mais, marchons, évidemment, marchons vers l'avenir. bon, mais moi je ne le comprends pas en fait. Je reviens sur Anatole Colline Makosso parce que évidemment c'est lui le Premier ministre. Et lorsqu'il fait ses déclarations, il devait comprendre une chose qui s'adressait pas aux petits-enfants, surtout pas aux moutons, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une autre séquence, un autre volet qu'il a abordé, mais avec j'allais dire, une arrogance, un mépris. Personne ne sait qui gère la centrale de Mokokolo. Mais l'agitation, nous avons tous suivi sur les réseaux sociaux. L'agitation, c'est sur la centrale de Liwesso. Pourquoi? Parce que l'entreprise qui est là-bas est associée à un compatriote, à une société congolaise. Donc nous, on n'aura jamais de Dangote chez nous. Veuillez m'excuser. Voilà. Dès l'instant, on a vu que c'est telle personne qui est actionnaire dans telle société, partenaire à telle autre. On crée une agitation. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, ce que Anatole Colline ne dit pas, c'est que lorsque la SNE mute en E caressé, on nous a parlé des nouveaux actionnaires. Et parmi ces actionnaires, en fait, quand on lit les noms, je les ai ici sous mes yeux, Valentin René Mbemba, vous avez Mesmin Loge Kumba, Gaston Ondakwa, c'est ça, Ondoka, Gaston Ondoka, tous de nationalité congolaise, Jean-Jacques Ikama, vous avez Zachary Mokemo, et puis Yannick Lionel Nkodia. Tous sont des Congolais. C'est des Congolais qui étaient là. Mais pourquoi en ce temps-là, les Congolais ne s'étaient pas manifestés pour dire non, on n'a pas besoin de EKRC? Et comment un Premier ministre peut penser que les Congolais manifestent une haine? Voilà pourquoi ils ne veulent pas de la SOSELEC. C'est ce qu'il a voulu dire. Mais ce que Anatole Colline ne dit pas, c'est qu'il y a plusieurs entreprises, vous l'avez dit, d'État, pour lesquelles son gouvernement, les dignitaires de ce pouvoir ont mis la main sur ces entreprises. Il a circulé, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une image qui a circulé sur Oba Mining. Les Congolais n'ont rien dit. C'est un Congolais qui a pris ça. Et là encore, on n'explique pas aux Congolais comment est-ce que M. Oba Pierre devient, voilà, un comptoir de vente, d'export, export de diamants, or, comment ça s'est passé? Ça, il n'explique pas ça. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque part une certaine irresponsabilité de la part
d'Anatole Koliné Bakosso. Et quand il vient s'exprimer devant les Congolais, je ne sais pas. Et généralement, c'est ce que j'ai noté. Après, on peut me le reprocher. Mais moi, c'est ce que je note. Quand Anatole Koliné prend la parole, j'ai l'impression qu'il considère les Congolais comme des esclaves ou des gens qui ne comprennent rien, à qui il doit faire la morale tout le temps. Christian, je ne veux pas trop m'avancer dans ces débats. Je vais te dire juste une chose, et je le dis aux téléspectateurs. Quelle est la signification des accords, maintenant qu'on a plus d'informations? Quelle est la signification des accords entre le Congo et le Rwanda? Surtout après ce que les Congolais ont suivi en termes de crise au Mozambique entre les Mozambicains et les Rwandais. Après ce que les Congolais suivent sur les massacres, sur ce qui se passe à l'est de la ville. Quelle est la signification que tu donnes? Mais un choix a été fait. On veut, sinon on a placé le Congo sous le parrainage du Rwanda. Et le Rwanda veut quoi? Maintenant, les langues se délient. Le Rwanda veut occuper les deux Congos pour la mise en place de l'empire Imatutsi. Qui ne le sait pas? Donc, qu'Anatole Koliné Bakosso soit dans cette vision, moi, je ne partage pas son point de vue. Je regrette tout simplement, Christian, que du point de vue du principe, que ces gouvernants qui ont échoué sur toute la ligne, le président, ça soit échoué. Il faut qu'il le reconnaisse. Il veut de notre mandat, certainement que les Congolais voteront quelqu'un qui a échoué. Mais il faut que les Congolais le disent et qu'on le sache. Après, ne vous plaignez pas qu'il n'y ait pas d'emploi, etc., puisque c'est vous-même qui aurez fait le choix. Maintenant, il faut que les Congolais sachent. On a cédé les terres. Je dis bien, on a cédé les terres. Parce que j'ai dit que j'ai écrit à Koliné Bakosso. Jusque-là, il n'y a pas de réponse. Mais j'apprends aux Congolais que les Rwandais ont commencé à former des Congolais pour la culture du ricin. Dans le pool, il y a des actions qui sont menées à l'Oudima. On le sait. Et le gouvernement se trouve coincé. Et quand tu parles d'Obama Mining, ou je ne sais Mining, quoi, oui. Obama Mining qui bon, fait export du diamant et de l'or. mais ce qui m'a frappé, et qui m'a préoccupé, c'est quand j'ai vu, je ne sais pas si c'est en décembre ou quoi, mais cette relation entre le Congo et le Cameroun pour faire un chemin de fer, semble-t-il, pour exporter, ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas prêts à installer sur notre territoire des usines de transformation de nos matières premières. Et nous voulons toujours jouer le rôle d'exportation. Ça veut dire qu'on a véritablement choisi l'extraversion. Maintenant, ce que Koliné Bakosso révèle, mais revêt un caractère tout à fait particulier. Je pense que dans cette affaire de EKRC, il y a une affaire de conflit d'intérêts, tout comme dans l'affaire de Obama. Il y a un problème de conflit d'intérêts. Donc, il faut qu'il y ait un cabinet. Dans tous les cas, je crois que je ne m'avance pas trop. Les travailleurs ont dit à Ousso de renoncer et qu'ils ne veulent pas. Puisque le Premier ministre a déjà dit que si les Congolais disent non, ils vont renoncer, mais ils n'ont qu'à suivre ce que les Congolais, les travailleurs caressés ont dit. Ça traduit la volonté des Congolais d'avoir la maîtrise, d'avoir à l'intérieur du Congo l'installation des principaux centres de décision, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière politique, que nous ayons et que nous avançons. Je crois que Oui, mais comment finalement interpréter cette politique, cette approche où on a finalement légué la gestion de toutes les entreprises d'État aux étrangers, finalement, même si ça passe par des accords, je sais pas, convention d'affermage. C'est quoi cette approche économique? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Moi, je crois, Christian, je donne mon point de vue, je le donne à chaud, mais il mérite d'être approfondi. Je crois qu'il y a de la part des gouvernants congolais une volonté de blanchiment d'argent qu'ils ont acquis, etc., etc. Et ensuite, je soupçonne les Congolais, les gouvernants congolais, d'être derrière toutes ces actions. Ils essaient d'avoir des prête-noms qu'ils mettent au devant, mais en réalité, et il faut que l'enquête puisse être menée, etc. Donc, pour revenir à ce qu'on dit, la haine, etc., je dis non. Monsieur Koliné Bakosso doit savoir qu'il y a au Congo des compétences. Il faut bien les utiliser. Monsieur Koliné Bakosso doit savoir que l'État doit énormément d'argent à la société d'électricité. Il faut que l'État rembourse cet argent, qu'on renfloue les caisses de cette société, qu'on mette en place des gens compétents
sans tenir compte de leur département d'origine. Ne croyez pas toujours que c'est dans la cuvette qu'on trouvera, excusez-moi de le dire, mais parce que c'est ce qu'on constate, c'est pas toujours dans la cuvette. Il y a la Sangha, il y a le Kwilu, il y a l'Alekumu. Il y a bien des cadres et il faut qu'on mette à profit les cadres compétents pour agir, mais dans l'intérêt du Congo et non dans l'intérêt personnel et individuel de quelques gouvernants et de quelques dirigeants. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait aussi souhaitable qu'on mette sur pied une commission qui va commencer à enquêter sur toutes les entreprises qui ont été finalement bradées, cédées aux étrangers, parce que on veut faire croire, je l'ai dit tout à l'heure, on veut faire croire aux Congolais qu'ils sont haineux, ils sont jaloux parce que c'est des étrangers qui viennent prendre ou parce que c'est des Congolais, voilà, qui ont j'allais dire des liens avec un certain nombre de dignitaires, mais c'est la vérité. Ils ont pris tout. C'est une stratégie, en fait, de domination économique. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, évidemment, qu'on mette sur pied une commission indépendante qui doit commencer à examiner tous ces contrats? Parce que j'apprenais aussi qu'il y a madame, comment on l'appelle, Catherine Inyanga, c'est la maman d'Edgar Nguesso, qui a aussi des puits de pétrole au Congo-Brazzaville. Les Congolais ne le savent pas, peut-être. Voilà comment on est en train de gérer le Congo. Et dans le même temps, on peut venir narguer les Congolais devant voilà, le Sénat pour dire, voilà. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'on mette cette commission qui commence à regarder, à revisiter, j'allais dire, tous les contrats de cession des entreprises congolaises aux étrangers, pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi les Congolais n'ont plus rien, les Congolais n'ont plus d'argent? Entre-temps, on va chercher des étrangers pour venir prendre, des parts dans les entreprises congolaises. Et après, on ne voit plus rien, on ne voit pas où passe l'argent. On vous dit, il y a la crise. Christian, dans la signature de cette convention, j'ai d'abord été surpris que le ministre Wosso la signe avec un directeur général. Parce que s'il s'agit de la Société nationale d'électricité du Sénégal, je suppose qu'il y a un ministre de tutelle de cette société et qu'à cette cérémonie, on devait assister à la signature des deux ministres, quitte à ce que les autres responsables techniques suppriment le relais après. Ça n'a pas été fait. Mais nous sommes au Congo. Lorsque les gens parlent d'un Congolais parce qu'il y a la haine, tout ça. Mais les gens savent que c'est une relation d'une personnalité du pouvoir. Aujourd'hui, les langues se délient. Et avec les réseaux sociaux, on va en apprendre de plus en plus. Donc, il s'agit des affaires. On amène les affaires de l'État au niveau du copinage, au niveau de la famille. Je vous ai déjà dit, lorsqu'on a parlé du complot international contre le Congo, est-ce qu'on a réagi? Mais pourquoi? Mais parce que c'est toujours les affaires de copinage, les affaires de famille. Mais si on est à ce niveau, c'est qu'on a choisi la voie d'autodestruction de notre pays. Nous n'en voulons pas. Nous disons à Colline Makosso, dans tous les cas, quand tu parles de commission à demander pour faire l'enquête, Christian, mais pose-toi la question. Que font nos organes de contrôle, les organes qui sont à l'intérieur? Vous voyez bien que tout est caporalisé. Tout est sous contrôle. Personne ne peut rien faire. Si vous tentez de faire regardez, je prends un exemple que les Congolais ont suivi. Le jeune Makita, quand il a dénoncé les scandales à l'hôpital de Dolisie, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a été viré. Et je constate qu'on n'a jamais voulu le récupérer pour l'utiliser comme contrôleur dans une autre structure. Parce même que quand on a nommé même quand on a nommé un nouveau ministre des Finances. Bon, ça veut dire que tu nous déranges, nous ne voulons pas des gens qui viennent nous déranger dans le système. Et nous autres chrétiens, il faut que nous sachions, que les Congolais, les téléspectateurs sachent ce que nous endurons, pas le fait des positions que nous prenons, mais nous continuerons à les prendre. Donc, il est bon pour ce que tu dis. Je m'évertue déjà, Christian, pour demander qu'il y ait par un cabinet indépendant de réputation internationale l'audit du guichet unique de paiement, parce que je suis sûr là aussi qu'on découvrira des choses, parce que j'ai entendu le Premier ministre ou je ne sais pas qui dire que c'était sous la responsabilité du trésorier payeur général. Mais si c'est sous sa responsabilité, qu'est-ce qui explique la lettre que le directeur général des impôts avait envoyée à la banque postale pour demander qu'il y ait une transaction de près de 2 milliards? Il y a beaucoup de flou.
On a mis en place des systèmes pour appauvrir. Et je crois que l'État, et il faut que ça s'arrête. Voilà un peu, Mais Christian, évidemment, il y a ce que beaucoup de flou. C'est une prise d'otage de toute l'économie congolaise, c'est le cas de le dire. Nous avons un autre dossier sur lequel nous sommes actuellement et on va le rendre public d'ici là, avec bien entendu Pierre Auba, voilà, bon, c'est la famille Pierre Auba, il faut le dire comme ça, qui gère désormais les minerais du Congo avec plus de 30 permis, je dis bien, 30 permis d'exploitation des minerais. Sa famille, donc papa, maman, les enfants, tous, comme d'ailleurs le clan Sassou Nguesso a pris en otage le pétrole, ça on peut le démontrer, les éléments existent. Et d'autres qui commencent à prendre, bon voilà, probablement que le côté électricité, oh, bon, comme on commence à voir un peu les têtes s'afficher, vous l'avez dit tout à l'heure, les dignitaires de ce pouvoir, il s'agit là, puisqu'on nous parle du fils de la directrice de Congo Assistance. Ça vous dit quelque chose? Et c'est ça, malheureusement, le Congo leur appartient. Ils prennent le Congo pour un gibier. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Denis Sassou Nguesso l'avait déjà déclaré devant les dignes, je crois, cette communauté Christian, de chez lui, où il disait que nous avons attrapé le gibier. Ben voilà, moi je vais à Tandala, vous restez ici, protégez le pouvoir. Ben, bref, Clément Mirassa, on Christian, va... Oui, Christian, ce que tu dis est très important. J'ai juste un petit commentaire à je faire. vous en prie. Tu parles des mines, tu parles d'un certain nombre de choses. J'ai suivi une manifestation qui s'est faite à Londres, s'agissant justement de la situation de la RDC. Et j'ai été surpris par le commentaire des Africains à qui on a montré un immeuble où il y avait 9 niveaux sous terre et où on leur a dit que dans les 9 niveaux, c'est plein de l'or que le Royaume-Uni a pu obtenir en Afrique, en Inde et dans les autres colonies. Christian, les Chinois exploitent l'or. Les Rwandais exploitent l'or maintenant à Kangami Chopo pour financer leur guerre, etc. Tu dis que les blocs ou les Les sites de permis, recherche, les permis de recherche sont confiés à la famille. Mais pose-toi la question, Christian. Et c'est ça qui est honteux pour les Congolais. Pose-toi la question et pose la question au gouvernant. Est-ce qu'il y a un gramme d'or au trésor public congolais? Est-ce qu'il y a un gramme d'or appartenant au Congo, à la Banque centrale du Congo? ben voilà. Nulle part. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive aux Congolais? Mais après, on vient parler de l'esprit patriotique, qu'on aime le pays, qu'on veut faire. Non, arrêtons d'abuser les En tout Congolais. cas, je dis et je réitère, la famille Aubapierre dispose de plus de 30 permis d'exploration et d'exploitation des minerais. Nous avons ces permis-là, on va les afficher d'ailleurs quelques-uns ici. Voilà, alors venons-en à la crise sécuritaire en RDC, notamment avec bien sûr la prise d'une deuxième ville par le mouvement rebelle M23 qui annonce vouloir marcher sur Kinshasa. Alors le M23, vous le savez, est soutenu par le Rwanda qui est lié avec Sassou Nguesso par un accord militaire. Alors, quelle lecture faites-vous de cette situation vue de Brazzaville? Vue de Brazzaville par Clément Mirassa, c'est une vision. Bien entendu. Mais vue par les gouvernants, c'est une autre vision et je ne la partage pas. Christian, je suis frappé, je suis choqué de découvrir ce qui se passe et ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et que les autorités, les gouvernants congolais n'ont pas été capables de prendre une position claire qui consistait, et le Conseil de sécurité des Nations Unies a déjà pris position, c'est considéré comme une agression du Rwanda en République démocratique du Congo. Et nous tenons à entretenir des relations de bon voisinage avec nos pays, les pays voisins immédiats. Comment expliquer le silence des Congolais? Et ce silence est tellement curieux qu'il va même jusqu'au fait que quand vous prenez les médias d'État, on ne fait jamais état de ce qui se passe en RDC. On ne fait jamais état de ce qui se passe en RDC. Et moi, lorsque j'ai suivi les révélations, les nouvelles révélations faites par Laurent Sokoko, au-delà de ce qu'il avait déjà fait, lorsqu'il déclare que dans la forêt
au niveau de la Sanga, au niveau de la mine de Kanga Michopo qui est exploitée par Mobiligi ou je ne sais pas qui est rwandaise, Une etc. société Donc, rwandaise, oui. il nous permet de fournir au Rwanda, qui nous permet de faire que le Rwanda procure des moyens financiers pour soutenir sa guerre et les Bord de massacres en guerre, oui. RDC avec notre soutien. J'en suis véritablement triste. Mais lorsque, au-delà des révélations faites par Laurent Sokoko, on vient et on découvre sur les vidéos qu'on a arrêté des Rwandais qui étaient dans une démarche de déstabilisation, de coup d'État pour destituer le président Félix Tshisekedi, et qu'on a arrêté plus de 100 Rwandais et qui étaient parqués au stade avec du matériel lourd, etc. Mais que l'on soit silencieux à Brazzaville, ça m'intrigue, ça m'interroge. Et nous, quand nous avons pris la position pour dire que nous ne voulons pas de la vente ou de la cession des terres aux Rwandais, que nous voulions de l'annulation pure et simple, nous ne voulions pas que le Congo apparaisse comme un co-belligérant dans la situation qui oppose. Et nous autres, nous soutenons le peuple de la RDC, Christian. Est-ce que tu as vu ces images de la manière dont les Rwandais traitent la population de la RDC, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, que ce soit dans les autres zones. Les images circulent. Et on a dit aux Congolais, voyez ce qui se passe aujourd'hui. Donc j'interpelle les Congolais, parce qu'ils ne diront pas demain qu'ils n'ont pas été suffisamment sensibilisés. Et la population, mais la position de nos gouvernants m'intrigue. En fait, nous sommes dans une position où on a pris fait et cause pour le Rwanda. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis de ceux qui soutiennent le peuple, etc. Oui, mais moi, la Et question nous, que je vous poserai, peut-être, bon, mais puisque je peux vous la poser, les autres ne pourront jamais venir, ou peut-être qu'ils viendront un jour sur ce plateau, c'est de savoir pourquoi est-ce que Brazzaville, quand je parle de Brazzaville, je parle de Sassou Nguesso, ignore toutes les alertes, évidemment, qui sont émises sur sa relation avec Kigali, lorsqu'on sait que on a encore la possibilité de reculer, de reconsidérer, pourquoi pas, les accords, comme d'ailleurs l'a annoncé le représentant du Royaume-Uni, Conseil plutôt de sécurité, qui a dit, nous serons obligés, par rapport à ce qui se passe sur le terrain, en RDC, vous avez parlé des images qui circulent, qui sont atroces d'ailleurs à voir. Alors, le représentant du Royaume-Uni a dit ils vont désormais reconsidérer les accords avec le Rwanda. Ils vont commencer à regarder comment, quitte à les annuler, pourquoi pas. Je vous propose d'ailleurs de le suivre. Nous sommes gravement préoccupés par l'offensive en RDC du M23 et des forces de défense rwandaises. Il s'agit d'une violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. C'est également une violation de la charte de l'ONU. L'occupation de Bukavu constitue une grave escalade qui fait courir le risque d'un embrasement régional. Le Royaume-Uni le dit clairement. Il est essentiel d'établir un cessez-le-feu immédiat. Il faut que le processus de paix africain reprenne. Il n'y a pas de solution militaire à la crise. Comme notre secrétaire des Affaires étrangères l'a dit, le Rwanda doit retirer ses troupes. Le Royaume-Uni envisage activement les prochaines mesures à prendre avec les partenaires internationaux, notamment la possibilité d'examiner le soutien britannique apporté au Rwanda. Et voilà, dans le même temps, au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a été abordé par France 24 sur, bien sûr, les sanctions contre le Rwanda. Voici ce qu'il répondait. Donc pas de sanctions, vous n'y êtes pas favorable. J'ai bien compris. Bon, les sanctions n'ont pas toujours réglé les problèmes. Ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution à la crise. Est-ce que l'Union africaine peut y parvenir? Parce que c'est vrai qu'il y a cette crise. Il y en a beaucoup d'autres sur le continent. Il semble que les médiations de l'Union africaine ont du mal à fonctionner, que même l'Union africaine, en tant qu'institution, a du mal à exister pour régler les conflits sur son continent. Bon, cela est en partie vrai, mais les Africains ont toujours su résoudre les problèmes par eux-mêmes.
Et je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'on ait recours à d'autres, surtout pas sans les Africains. Et enfin, avant de vous faire réagir, Clément Mirassa, nous allons écouter la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Wagner, qu'on appelle, sur cette tergiversation, ce petit jeu de mots, ce qu'on appellerait la langue de bois, d'ailleurs affiché par Denis Sassou Nguesso. Écoutez ce que la ministre des Affaires étrangères déclare. Et maintenant, Bukavu. Même scénario. Pillage. Hôpitaux détruits. Routes coupées. Une guerre qui tue aussi par la faim et la privation des soins. Mais là encore, ce n'est pas suffisant pour ceux qui mènent cette campagne de terreur. À la privation s'ajoute l'exécution. À l'effondrement humanitaire s'ajoute la barbarie. Hier, le 18 février, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a rapporté que des exécutions d'enfants auraient été perpétrées par la coalition RDF M23. Oui, des enfants, abattus comme des cibles. Que reste-t-il de l'humanité lorsque même les plus jeunes, les plus innocents sont exécutés? Monsieur le Président, nous avons entendu cette formule devenue un refrain commode des solutions africaines pour des problèmes africains, mais qui ose encore s'en servir aujourd'hui comme prétexte à l'inaction. Voilà, donc ma question, Clément Mirassa, c'était de savoir pourquoi est-ce que Brazzaville, au-delà de tout, ne peut pas reculer à un moment donné ou s'arrêter pour dire la situation est de plus en plus délicate. L'Union européenne, d'accord, pour des sanctions contre le Rwanda. La Belgique avait fermement plaidé pour après la prise de Goma par le M23 soutenu par les forces rwandaises, puis celle de Bukavu. Mais il y avait des réticences côté français et portugais. Pierre Benazet, vous êtes en direct de Bruxelles. Désormais, le ton a changé. Il y a un accord politique au niveau des 27. Et ce matin, les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont commencé à préparer de premières sanctions. Oui, il s'agit d'abord de prendre des sanctions classiques, ce que l'Union européenne appelle les mesures restrictives à titre individuel, à savoir le gel des avoirs détenus en Europe et l'interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union. À titre indicatif, le choix des personnalités rwandaises visées par l'Union européenne. On a les sanctions imposées par les États-Unis qui ciblent par exemple le général James Kabarebe, ancien ministre de la Défense et conseiller du président Kagame. Ces sanctions individuelles seront un sérieux revers diplomatique pour le Rwanda, car elles marquent un accord politique des 27 pour l'accuser d'ingérence contre la souveraineté et l'intégrité territoriale dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Union européenne a demandé vendredi au Rwanda de retirer ses troupes dans les Kivu, de cesser son soutien aux milices du M23, et ces sanctions doivent être considérées comme une première salve destinée à mettre le Rwanda au pied du mur. Les Européens ont estimé que les sanctions américaines étaient trop radicales. Ils veulent se conserver, eux, des munitions pour pouvoir remettre la pression sur le Rwanda. Sont dans le collimateur désormais un dialogue politique et de sécurité avec le Rwanda, un accord sur les matières premières critiques et minerais rares, et enfin le financement européen pour la mission de l'armée rwandaise au Mozambique. Est-ce qu'on ne peut pas reconsidérer un certain nombre de choses, quitte à renoncer, pourquoi pas les accords, par exemple, militaires, parce que de plus en plus les gens en parlent. Brazzaville est pointé du doigt dans son rapprochement avec Kigali. Et donc, telle que la situation évolue, j'allais dire, même le Conseil de sécurité de l'ONU l'a reconnu, il y a un risque d'embrasement de la sous-région. Pourquoi Brazzaville ne peut pas reculer sur ses accords avec Kigali? Christian, d'abord, je suis très heureux de ce que tu donnes comme information. Je dois relever, avant de répondre directement à ta question, je dois d'ailleurs relever que le Parlement européen s'est prononcé sur l'accord qui avait été signé entre l'Union européenne et puis le Rwanda en termes de fourniture des minéraux, tout en sachant que l'Union européenne savait que ces minéraux, c'était le fait du pillage des ressources naturelles et de la RDC et que ça n'existait pas sur le territoire rwandais. Tu as toi-même rappelé ce qui s'est passé au Conseil de sécurité des Nations Unies et c'est extrêmement important. Maintenant, tu me poses la question, qu'est-ce qui explique? Mais Christian, nous l'avons toujours dit, il y avait et il y a un agenda caché dans les accords entre le Congo et le Rwanda. Le premier fait troublant que nous avons vécu, c'est quoi?
Mais c'est que lorsque Laurent Sokoko a fait des révélations pour dénoncer un complot international qui visait à l'assassinat de notre président de la République, c'est-à-dire à créer une situation de perturbation et d'insécurité au Liban, quelle a été la réaction des gouvernements? Ils n'osent pas en parler. Lorsque Laurent Sokoko a fait les révélations comme quoi il y avait 9000 militaires rwandais et du M23 parqués dans les forêts de la Sangha et qu'il y en avait au niveau de la zone économique spéciale et qu'en fait Brazzaville était pris comme le Congo-Brazzaville était pris comme le centre de décision d'encerclement de la République démocratique du Congo pour une éventuelle attaque au niveau de l'ouest de la RDC. Quelle a été la réaction du Congo-Brazzaville? On n'ose même pas sur les chaînes d'information, les médias d'État, donner l'information. Mais ça veut tout simplement dire qu'il y a un agenda caché. Mais cet agenda caché, Christian, je rappelle aux téléspectateurs, je rappelle aux Congolais, nous avons découvert très tôt qu'il y avait l'agenda caché. Et pourquoi je vous le dis? Et je rappelle à ceux qui auraient certainement oublié un certain nombre de choses. Lorsque l'ambassadeur rwandais se présente chez le ministre Pierre Mabiala en juillet 2021 pour demander des titres fonciers pour les terres que l'État congolais avait offertes à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud, qu'est-ce qu'on nous a dit? Apportez-nous les preuves. Mais l'ambassadeur rwandais est fou pour partir de chez lui, aller chercher des titres fonciers sans se rendre compte qu'il y avait pas une démarche qui a été amorcée. Je prends d'autres exemples. Lorsque le 30 mars 2024, sur la chaîne nationale de télévision rwandaise, on annonce que le Congo a loué 2 sites de terrain dont la superficie cumulée faisait 980 km², qui sont devenus la propriété du Rwanda. La réponse est des Congolais. Et nous avons posé la question, qui du Congo et qui du Rwanda ment? Et je crois que tout le monde a été très heureux de voir Claudine Munari poser clairement cette question au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons eu quelle réponse? Nous avons dit au gouverneur de nous expliquer pourquoi les sites choisis au niveau du Congo n'étaient localisés que dans la partie sud de notre pays, qui ne couvrait que 106 000 km² sur les 342 000 km². Nous avons posé la question, pourquoi ce choix sur le Rwanda pour la culture du ricin, alors que le Rwanda ne faisait pas partie du top 10 des pays agricoles africains et que le Rwanda n'avait pas une expérience. C'est clair. Maintenant, s'agissant de la situation, Christian, j'ai lu puisque le Premier ministre Anatole Koliné-Makosha a eu la gentillesse de nous envoyer le bottin où il y avait les accords. J'ai eu la gentillesse de prendre, enfin, j'ai eu l'amabilité de le remercier et puis de prendre un peu de temps pour lire ces accords. Mais quand vous lisez l'article 2, Christian, dans l'article 2, vous avez quoi? Mais il a évoqué la possibilité de l'échange des informations. Mais quand vous allez à l'article 10... c'est l'accord militaire, c'est ça. L'accord militaire de coopération militaire et technique. Mais quand vous allez à l'accord, à l'article 10 qui est relatif au cas de force majeure, on découvre quoi? Mais on découvre qu'il y a des situations exceptionnelles comme les cas de guerre qui amènent que les deux parties se retrouvent pour décider de l'avenir de l'accord. Est-ce que ça s'est fait? Mais Christian, pose-toi la question. Pourquoi cet accord signé en novembre 2021, nous sommes en 2025, il y a 4 ans, pourquoi cet accord n'a jamais été soumis au niveau du Parlement pour obtenir l'autorisation de ratification? Est-ce que les gouvernants ne savent pas que cet accord n'a jamais reçu l'autorisation de ratification et donc de ce fait n'a jamais été ratifié? Les choses sont claires, mais nous attirons l'attention des gouvernants. Les Congolais ne doivent pas transiger sur la question des terres. Et nous pensons, au vu de ce que nous découvrons, nous avons découvert à travers la situation au Mozambique, nous avons des informations sur ce qui se passe en Centrafrique. Nous voyons avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, les massacres qui sont opérés par le Rwanda. Nous avons les informations que dans sa visée, Kagame et les autres Tutsis ont une visée de vouloir constituer un empire Imatouti qui se reposerait sur l'espace actuel de la RDC et l'actuel du Congo.
Mais si les Oui, gouvernants mais choisissent le plus curieux, c'est de savoir que finalement, Denis Sassou Nguesso, son régime, j'allais dire, Denis Sassou Nguesso a décidé de livrer le Congo aux étrangers et je crois que c'est une volonté manifeste en fait de Denis Sassou Nguesso. On ne sait pas ce que ça cache derrière. Tout à l'heure, vous parliez évidemment des accords militaires avec l'échange des renseignements entre les armées, voilà, entre le Congo et le Rwanda. Vous avez parlé des accords de cession des terres, déjà 980 km² déjà cédés au Rwanda. Les Congolais n'aiment pas entendre que je dise déjà cédés, mais c'est ça la réalité, les accords sont là, et donc tant que les Congolais ne manifesteront pas, ça restera comme ça, et nous serons surpris que voilà, le Congo soit pris comme ça d'assaut par l'armée rwandaise. Mais ce qu'on ne rappelle jamais assez, c'est que parmi ces 8 accords, il y a aussi la cession des entreprises stratégiques, notamment la télécommunication. Il faut que les Congolais commencent à lire pour ne pas être surpris. La télécommunication, l'ingénierie informatique, le transport en commun, la santé, l'éducation. Il y a bien d'autres domaines aussi qui ont été cédés comme ça. les PME, les Les PME. PME, voilà. Alors moi, je me pose finalement la question de savoir, quand on a cédé tout ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement? C'est quoi cette affaire en fait? C'est quoi le projet, comme disent les autres? Ben, il ne reste rien au Congo. Il faut que les Congolais sachent qu'il ne leur reste rien. Et lorsqu'ils font des grandes manifestations pour soutenir, mais il faut qu'ils sachent et qu'ils soutiennent cette démarche. Ils sont en train de faire les choix pour leur propre malheur. Mais c'est tout le C'est en pays train qu'on de... a cédé, c'est tout le pays qu'on donne comme ça. C'est tout le pays. Et rien ne marche. Le CFCO, il faut chercher un preneur, etc. Il faut. Mais, Christian, pose-toi la question. Et posons-nous la question. On nous a dit de parler aux jeunes de beaucoup de choses. Mais parlons aux jeunes de la gestion sous Massamba débat, où il y a eu un débat, des décisions qui ont été prises pour lancer ce pays dans une démarche d'industrialisation, avec un Impréco, avec Sotesco, avec... Est-ce que c'est des étrangers qui étaient à la tête de ces entreprises, Christian? Est-ce que ce sont les étrangers qui étaient à la tête de ces entreprises? Le débat sur la mauvaise gestion des entreprises d'État n'a commencé que sous Marien Ngouabi. Sous Massamba Débat, on n'a pas connu ce débat. Pourquoi? Mais parce qu'au niveau de l'orientation générale, les gouvernants tenaient beaucoup à la bonne gouvernance. Les gouvernants tenaient beaucoup à privilégier l'intérêt général sur l'intérêt égoïste et particulier. Mais aujourd'hui, nous avons atteint un niveau. Mais Christian, pourquoi nos gouvernants, quand ils arrivent même à s'enrichir sur la base du trésor, mais pourquoi cet argent, ils le prennent pour aller le déposer dans les paradis fiscaux, à Dubaï, en Chine, etc. C'est-à-dire que nous contribuons au développement des autres pays et nous venons divertir les Congolais en disant marchons ensemble pour le développement. Non, marchons ensemble pour la ruine. Et Kinyumbi Kiambungu nous a bien trouvé un bon mot. La marche, c'est vers la ruine. Et je crois que c'est aux Congolais, Christian, d'assumer leurs responsabilités. C'est aux Congolais mais je suis heureux de ce qui se passe maintenant à la Société nationale d'électricité. Et les travailleurs ont dit, si on ne règle pas ce problème, ils vont nous plonger dans le noir. Et tout le monde s'inquiète. Alors, lorsqu'on a fait la ronde de toutes ces questions, que peut-on retenir en conclusion avec cet appel à la candidature, bon, pas l'appel, puisqu'il dit c'est leur candidat naturel. Et dans le même temps, donc avec tout ce qu'on s'est dit, et dans le même temps, on nous dit, c'est voilà, Denis Sassou Nguesso, le candidat naturel, voilà, du Parti congolais du travail, et il est déjà vainqueur, c'est ce qu'il a semblé dire. Voilà, la victoire est acquise. Qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive? La première chose, Christian, c'est rappeler aux Congolais. Le président Sassou a été au pouvoir de 1979 à 1992, c'est près de 13 ans. Il est revenu au pouvoir par les armes en 1997, nous le savons jusqu'à aujourd'hui. Ça fait pratiquement autour de 28 ans. Donc le président Sassou est au pouvoir depuis 40 ans.
Nous constatons dans la gouvernance du président Sassou et dans la gouvernance du Parti congolais du travail qu'il y a un refus de respecter l'alternance démocratique, même au sein de son parti. Parce que s'il y a un candidat, c'est lui. Ça veut dire que pendant 41 ans, le président Sassou n'aura pas été capable de former au sein de ce parti qui se dit grand et glorieux, mais qui viole les lois et règlements de la République. On n'a pas formé les cadres compétents qui soient en mesure de prendre le relais. Mais je rappelle aux Congolais que le président Marien Ngouabi a été assassiné le 18 mars 1977 à 14h30. Et avant 18h, son digne successeur avait déjà été désigné. Dans la journée, son digne successeur avait déjà été. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que dans ce pays, il y a certainement plusieurs personnalités qui peuvent assumer, mais pas par la voie des armes, par la voie démocratique, par la possibilité laissée aux Congolais de choisir leurs dirigeants et de faire en sorte qu'il y ait une complicité entre leurs dirigeants. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je sais que le PCT se bat pour que le président Sassou soit candidat. Mais je rappelle que et le PCT et le président Sassou ne sont pas en Oui, conformité. mais la vérité, il faut dire que c'est un non-événement. Tout le monde sait qu'il n'a jamais gagné une élection. Il ne gagnera jamais une élection. Ça aussi, il le sait. Sinon, il n'aurait pas pris les armes pour revenir au pouvoir. Et donc, tout ce qu'on nous rabâche là, les oreilles, candidature, c'est faux. Sassou ne gagnera jamais une élection. Il compte sur ses armes, sur ses hommes, sur ses soutiens, voilà, pour créer encore des situations de troubles dramatiques, de guerre, pour opérer un autre passage en force. La vérité, c'est ça. Maintenant, c'est au Congo. Alors, aujourd'hui, Christian, les Congolais savent et ils ont découvert que le Congo est en péril. Le Congo est dans une situation chaotique, dramatique et catastrophique. Au lieu d'aller vers les voies qui devraient nous permettre de sortir de cette situation, ces voies, c'est lesquelles? C'est récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Et nous savons où est-ce que cet argent est. Dans les paradis fiscaux, etc. Il faut aller à la réduction du train de vie de l'État. Il faut reconsidérer le problème même de la nomination. l'argent volé au FIGA, est-ce qu'ils ont restitué l'argent ou bien? C'est pas réglé. C'est pas réglé. C'est pas réglé. Tu parles du FIGA, mais on peut parler des 160 milliards qui ont été détournés au ministère de la Santé entre 2020 et 2022. Donc, je suis surpris que les gouvernants de ce pays aient le courage, tant au niveau de l'Assemblée que du Sénat, de sortir pour dire que nous avons des difficultés financières, alors qu'ils savent qu'on devrait pouvoir sortir de cette situation. Et ils n'en veulent pas. Donc, Christian, ce que je tenais à dire, je dis aux Congolais, nous nous efforçons, nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous efforçons à sensibiliser les Congolais sur la situation réelle. Nous leur donnons les informations. Ce qui reste, c'est aux Congolais d'assumer leurs responsabilités. Les Congolais doivent prendre le destin de leur pays entre leurs mains. Il n'y aura personne d'autre qui le fera. Mais qu'ils sachent que si nous continuons à observer le silence, par le silence, nous sommes co-responsables. Par le silence, nous favorisons un certain nombre de choses. Et c'est en ça que j'interpelle les partis de l'opposition. Je dirais même de l'opposition réelle. Si nous voulons donner quelque chance à ce pays pour que nous allions au changement et à la rupture, il faut que nous prenions conscience que ce n'est pas par le silence, mais il faut que nous élevons nos voix. Il faut que nous posons nos problèmes en étant respectueux et conformes aux lois et règlements de la République. Donc voilà, Christian, ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup Clément Mirassa d'avoir encore été avec nous aujourd'hui pour faire ce décryptage. Je rappelle simplement à nos fidèles téléspectateurs et internautes que vous êtes économiste, statisticien, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, président du Parti social-démocrate congolais, PSDC. Un grand plaisir de vous avoir encore reçu sur le plateau de Droit de Savoir. Merci beaucoup et à la prochaine. Je vous en prie, mesdames, messieurs, merci de nous avoir encore suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais alors, nous nous évertions à vous informer, à vous donner des bonnes informations, vérifiées et vérifiables. C'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Surtout, ne dites pas un jour que vous n'étiez pas prévenus.
Merci.